Je le prends comme ça? Oui, oui. Ça, c'est la bonne façon? Oui. Oh mon Dieu! OK. Je le mets à côté du castor? Oui, oui, oui. OK, voilà. J'ai de l'ouvrage. Je fais ça à la place l'après-midi. C'est gênant, il y a des caméras aujourd'hui? Êtes-vous gêné? Non. Pas chanceux, moi je suis gêné aujourd'hui. C'est la première fois que je me fais filmer. On va-tu vivre ça ensemble? Oui. Oui? Mathieu Leduc, je travaille au service de police de Lac-Simon. De février 2011 à octobre 2011, j'ai été ici comme patrouilleur. Par la suite, je suis devenu policier éducateur jusqu'à aujourd'hui. Fait que là, tu vas être policière d'un jour. De 2009 à 2011, j'ai travaillé sur ma communauté, Témiscamingue First Nation, comme patrouilleur. Je viens de Matagami, ma famille vient du Témiscamingue. Je m'appelle Jeannette, Jeannette Brazo. J'ai eu 4 enfants, 3 filles puis un garçon. Puis j'en ai perdu une. C'est elle ma plus vieille. OK. Maureen, c'est elle qui est à l'université, là. Dans ces années-là, 65, quand je suis arrivée ici, au Lac-Simon, je sais que j'étais très jeune. Puis je fréquentais encore le pensionnat. Puis je suis aussi une survivante du pensionnat. C'était quelque chose. Tu sais, on a vécu des séquelles, on a vécu des sévices, mais aujourd'hui, c'est les jeunes générations qui sont ça a été transmis de génération en génération. Mais si je reviens, moi, avec ma famille, il a fallu que je parle avec mes enfants. Mais mes enfants, aujourd'hui, sont plus conscientes du fait que ce qui est arrivé là. Lui, il fait des conférences partout chez les jeunes dans les écoles. Il parle beaucoup des pensionnats, il parle beaucoup de la violence, il parle beaucoup aussi de comment on est sorti avec l'alcool. J'ai manqué beaucoup d'amour aussi. Parce que tu sais, être séparé de nos parents pendant 10 mois de temps, c'est comme un déchirement. C'est s'arracher les enfants de la communauté. Mais nous autres, on vivait dans des maisons, dans des tentes, on était plus nomades. Tu sais, on parlait l'algonquin, mais à un moment donné, quand tu n'es plus capable de vivre vraiment ta culture, ta tradition, c'est quelque chose qu'on vient t'enlever. Avant, on avait tous des noms en algonquin. Si je dis, moi, mon nom Brazo, c'est pas Brazo, c'est Panazo. Puis si je dis Papati, c'est Papaté. Moi, avec mon conjoint, il a fallu qu'on aille faire une thérapie. Tu sais, c'est sortir ce mal de vivre-là. À travers de ça, j'ai consommé beaucoup. À un moment donné, j'ai pensé au suicide même. Tu sais, je ne voulais plus vivre dans une situation comme ça que je gardais trop en dedans. À un moment donné, il fallait que je me suis tournée vers des personnes plus positives qui sont capables d'ouvrir des portes, d'ouvrir cette porte-là, de me sortir de ce mal-là. Oui, les 4 ont eu tout un problème de toxicomanie. Oui. Je suis fière aujourd'hui, premièrement, quand on restait dans une tente en bas de la côte, ici même au Lac-Simon, quand on s'est mariés dans les années 68, on n'avait pas de nouvelles maisons comme ça. Puis il a fallu que le ministère des Affaires indiennes trouve un moyen. Comment bâtir des maisons. Nous autres, on vivait dans une tente avec nos bébés. Mon petit bébé, puis l'autre a commencé à marcher, puis l'autre était haute comme ça, ma plus vieille. On vivait dans une tente. Puis c'était un bois de chauffage, juste un petit poêle à bois comme ça. Puis le ministère des Affaires indiennes, à un moment donné, il a vu qu'il y avait de la pauvreté. Fait que, avec les membres du conseil de bande, il a essayé d'améliorer la qualité de vie. Puis ça, aller voir la santé aussi. Ils ont trouvé des hommes, 5 hommes pour les envoyer en cours de menuiserie à Rouen. Ils ont été formés pour bâtir cette maison-là où je suis. Ils étaient parmi les premiers. Ils ont tout défriché ici. C'était juste la swamp ici. Fait qu'on était parmi les premiers à avoir une maison ici.
Mais cette maison ici, c'est depuis 1971 ici qu'on a déménagé. Au Lac-Simon, nous sommes tous de la même famille. Tu sais, on se joint toutes. En fait, il y a eu des grands vents hier, on a eu une tempête. Des arbres sont tombés sur des fils électriques. On a eu une panne de courant pendant 24 heures. Fait qu'on a déployé le plan de mesure d'urgence. On s'est assuré que les gens avaient de quoi se chauffer, avaient de quoi manger, puis on a eu une panne d'eau potable en même temps. Fait qu'on s'est assuré que tous les gens avaient de l'eau potable. On a ouvert un centre pour accueillir ces personnes-là, pour que, premièrement, ils soient au chaud, deuxièmement, qu'ils puissent avoir un repas ainsi que de l'eau potable. On pourrait quand même recevoir des patients, même si on a une panne d'électricité majeure d'une couple de jours. Puis tous les frigidaires sont fonctionnels. Je suis responsable du service incendie et responsable du plan de mesures d'urgence avec une équipe au Lac-Simon. Ici, le service 911, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'ici, on n'a pas de centrale. C'est la police qui a le cellulaire d'urgence, donc le cellulaire qui est 24 heures sur 24. Fait que d'habitude, on privilégie d'appeler les policiers avant, qui eux vont m'appeler par la suite sur le cellulaire, puis on va avertir les pompiers par la suite. OK, c'est bon. Suite à la panne électrique, on a eu un certain nombre d'appels d'alarmes sur la communauté, dont une à l'école Amiquich. C'était une alarme incendie. Donc, on a deux, moi ainsi que l'agent Brazo, qui est pompier sur la communauté. On a alors fait le tour avec les autres policiers de l'école pour vérifier s'il n'y avait pas des traces de fumée ou d'odeur de fumée là, à l'intérieur. Un pantalon à ton bord? C'est bon. On a vérifié s'il n'y avait pas eu de bris ou que des gens n'étaient pas rentrés à l'intérieur de l'école pour s'assurer que tout était conforme. Comme dans chacune des villes ou d'autres communautés, un coup que les systèmes d'alarme sont désactivés et qu'il n'y a plus de lumière, c'est sûr qu'il y a plus de gens qui pourraient commettre des crimes vu que la noirceur, on ne peut pas les voir. Fait que c'est sûr qu'on met toutes nos autopatrouilles sur la route, là, on est plus vigilant. Une voisine qui nous a fait signe de la main pendant qu'on patrouillait sur la rue ici. À ce moment-là, je me suis stationné sur le bord de la rue et la personne m'a averti qu'elle a vu des jeunes, à peu près 5-6 ans, un groupe de jeunes sortir de la maison derrière nous. Ils sont partis à la course dans le bois. Et ils disaient qu'il y avait des choses dans les mains. Puis ils disaient qu'il n'y avait personne à s'adresser. Est-ce que c'est habituel de voir des jeunes de 5-6 ans faire des introductions comme ça dans les maisons? Oui, ça arrive assez fréquemment, là, surtout pour de la nourriture. Là, comme là, c'est plus pour faire des méfaits. Là. On répond à environ entre 3000 et 3500 dossiers par année ici au Lac-Simon pour une population de 1800 habitants. On a des appels souvent voies de fait, violence conjugale, agression sexuelle, méfaits. Il y a un événement qui nous a marqué beaucoup. Familial. Ces années-là, j'ai perdu beaucoup les plus proches. Il y a eu beaucoup de crises ce jour-là. Les jeunes, j'ai vu des jeunes qui ont pleuré. J'ai vu des jeunes aussi qui couraient. Puis j'ai vu aussi des jeunes qui ont tout fait leur possible pour se mobiliser ensemble. Il y a eu beaucoup d'entraide. Puis on avait eu un autre cas. Puis mon petit-fils, qui avait perdu son ex. Lui, à un moment donné, il a été capable d'aider d'autres jeunes. Il ne dormait plus. C'est lui qui surveillait tout le temps son ami pour qu'il ne passe pas à l'acte. Il courait après. Il courait tout près de lui. Quand lui, il a perdu son ex, mais il a été capable d'aider d'autres jeunes, avoir de la compassion pour ces jeunes-là.
Puis c'est ça qui m'a le plus marqué. Puis ce jour-là, quand elle a perdu son ex, on a vu beaucoup de crises. Personne d'autre n'était capable de l'arrêter. Quand j'ai vu mon petit-fils qui était en crise, lui est allé intervenir. Quand lui a passé sa crise, on a été chercher d'autres jeunes. On a été capable d'aller chercher les parents. On a fait un sac de partage ensemble. On a invité les grands-mères. La grand-mère. Puis c'est là qu'on a commencé à ouvrir le spirituel. On a fait assis les jeunes au milieu. La plus belle chose qu'on a pu faire ensemble, tout ensemble avec la famille. Il y a eu des partages. Il y a eu des pleurs. Il y a eu des cris. Puis on a été chercher d'autres ressources. On a demandé à d'autres personnes, d'autres communautés de venir nous supporter. Moi, je donne un message aux jeunes. Allez voir les aînés pendant qu'ils sont encore en santé. Nous avons du potentiel. Nous avons aussi nos valeurs, nos croyances. Aujourd'hui, nous vivons maintenant du respect mutuel. Oui, on a perdu beaucoup de jeunes dans notre communauté. Quand on perd un jeune, c'est toute la communauté qui en pleure. Ces jeunes-là, il n'y a pas une porte de sortie. Ils sont à la recherche. Ils sont à la recherche d'amour. À la recherche de l'amour, à la recherche de l'affectivité. Puis parce que aussi, la communauté, quand on vit dans une communauté, on se sent comme enfermé. Tu sais, avec la politique, tu sais, nous n'avons plus vraiment notre culture. La culture, on le vivait dans le bois, on le vivait, c'était tout le temps libre. Mais moi, comment je me suis sentie, moi-même aussi, je vais parler des fois, il y a des bouts que j'ai eu des tentatives de suicide parce que j'étais en consommation. Le conseil a mis sur pied, avec la communauté, les sentinelles qui nous donnent un bon coup de main. C'est des membres de la communauté qui ont été formés pour aller parler avec les gens puis les familles qui ont une personne qui a eu un suicide dans sa famille ou qui a des idéations suicidaires. Fait qu'ils vont les accompagner dans leur cheminement. Ça en revient encore à une petite communauté. Oui, on a peut-être un petit peu moins de ressources que les grands centres, mais encore une fois, tout le monde se connaît ici, fait que tout le monde veut s'entraider. J'ai rarement vu une directrice de la santé faire le tour des maisons des personnes âgées de la communauté pour s'assurer que chaque personne va bien, puis de lui fournir une lampe de poche, puis une place pour se loger le lendemain pour qu'on puisse avoir des repas. Un directeur général d'une communauté qui s'organise pour avoir des repas le matin pour les aînés. Moi qui m'occupe des pompiers ainsi que certaines tâches au niveau de la police. Fait que, ouais, on s'entraide beaucoup. Il y a une personne qui nous inquiétait, là, elle a allumé un barbecue dans sa maison pour réchauffer la maison. Puis il y avait une personne à mobilité réduite dans la maison. Fait que, on avait dit qu'il y avait des services qui avaient été offerts à la salle communautaire. Puis ça a bien donné, l'électricité est venue au même moment qu'on était en recherche de solutions. Fait que, tout est revenu à normal, l'eau est revenue. Ici, je regarde beaucoup ma communauté plus visuel. Moi, je dirais que c'est plutôt l'isolement. Beaucoup d'isolement.
on n'a pas le passé de ce qu'on vit intérieurement. Même les aînés peuvent vivre l'isolement. On a parlé d'où ce qu'on venait, pourquoi notre comportement était dû comme ça. Puis c'est le manque d'amour, le manque d'affection, tout ça. À travers de ça aussi, il y a eu beaucoup de séparation familiale. Okay. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on agissait comme ça dans notre comportement, dans nos paroles aussi. Hein. On n'avait pas de meubles. On ne savait pas comment planifier. On n'a jamais connu ça, nous autres, des planifications, d'avoir une maison, des belles maisons comme ça. Nos parents, les autres, ils faisaient leur table, ils faisaient des petits bancs pour... c'était facile pour les autres avec des planches, là. Les autres étaient capables de faire leur propre chaise ou leur table. Mais non, nous autres, on ne savait pas, on ne connaissait rien de ça, comment planifier. Fait que le ministère encore, il a essayé encore de nous donner de plus de développement. Les jeunes aussi, je les comprends. Je les comprends, les jeunes veulent tout le temps, ils ont besoin d'être écoutés. Moi, je dirais seulement un message aux jeunes, c'est de se lever, tu sais, d'aller vers ces personnes-là. C'est important de retourner aux études, d'avoir de l'emploi, d'aller suivre quelque chose de professionnel. Parce que c'est ça qu'on a besoin. Je les comprends aujourd'hui, les gens. Le mot santé mentale, ça ne le fait pas. Y a-t-il un autre mot pour dire un vrai mot français? Mais nous autres, dans notre langage, en notre mot en algonquin, il y a un mot. Il y a un mot, mais ça ne les fait pas peur. C'est quoi? Wennegaindem. Wennegaindem, ça veut dire ta pensée, il va trop loin. Tes pensées, loin. C'est pour ça que les jeunes ils disent, je suis pas fou, moi. Moi-même, je l'ai dit à 92, quand j'ai commencé à m'en sortir de la maladie que je vivais, tu sais. Hein. J'ai tellement pris à la drogue, j'ai tellement consommé, puis j'étais bourré des médicaments parce que j'étais dépendant de ça, là. Je me nomme Patrick Binette. Je suis enseignant ici à l'école à Méquiche. Ça va faire maintenant 18 ans. Ici, qu'est-ce que j'enseigne? C'est l'entrepreneuriat en secondaire 5 et en FPT1. J'enseigne aussi d'autres cours comme maths, français, histoire, toujours en FPT1. C'est un groupe formation préparatoire au travail en adaptation scolaire. On est à peu près, je te dirais, 30 personnels ici, enseignants, éducateurs, ainsi de suite, et l'équipe école. Et on est aussi, pour les élèves, on parle à peu près de 100 à 110 élèves qu'on a. On a 2 projets en place. Le premier projet, il est parti, ça va faire la 10e année qu'on a parti ça avec secondaire 5. Ça s'appelle les 3 lois de la réussite. Ça, c'est un projet qu'on a parti ici, que les élèves gèrent une cantine, puis ils gèrent aussi un service de traiteur sur toute la communauté. Les sous amassés permettent de faire un voyage international à la fin de l'année. Sauf que pour faire ce voyage international-là, il faut qu'il y ait moins de 5 d'absence, il faut qu'il y ait une moyenne de 65 dans toutes leurs notes et il faut qu'ils aient participé à toutes les activités de financement. À partir de là, à la fin de l'année, on est rencontrés, les élèves choisissent la destination avec nous autres, selon le montant amassé aussi durant l'année. Et on part, on fait faire les passeports, on fait faire les affaires, puis on s'en va se promener avec eux autres. En fin de compte, on n'a pas inventé la roue, on a pris l'agenda scolaire et on a sorti ce qui était écrit dans l'agenda. Il fallait que c'est présent à l'école, il fallait qu'ils étudient, qu'ils travaillent, puis il fallait qu'ils participent pour amasser des sous, tu sais, durant l'année. V'là longtemps, v'là 10 ans, on n'avait pas le même taux de réussite qu'on a là. C'était quand même, il y avait des élèves qui sortaient avec des diplômes, mais pas des groupes au complet. Dans le moment, on parle des fois, comme l'année passée, on a eu un 100 de diplômés. Ici, on ne parle pas de gros groupes de 9-10 élèves, mais quand même, ça avance beaucoup, ça avance bien, puis c'est prometteur pour l'avenir. On sert ici, hein, tous les repas sont vraiment pour les gens de la communauté, on ne sort pas de la communauté. Ça veut dire que tous les repas sont faits sous la supervision de Karen Morancy, qui est la nutritionniste. C'est tout fait de A à Z.
juste une petite anecdote, on commençait, nous autres, on sert de l'eau à cette heure dans nos repas, un verre d'eau, et quand on monte là 10 ans, là, ils voulaient du jus, ils voulaient des affaires, etc. Et maintenant, les gens viennent se servir et il va y avoir de l'eau, il va y avoir l'entrée, le plat principal et le dessert, puis c'est parfait. Il n'y a personne qui chiale maintenant sur le breuvage, les affaires. On est vraiment rendu une belle avancée là-dessus. On a des beaux témoignages ici. On a des élèves aussi que le jeune a été des troubles de comportement, beaucoup dans un autre projet que je vois, les ateliers PCR. J'ai des secondaires 5 aussi que ça a pris quelques années avant de finir leur secondaire. Mais aujourd'hui, je les vois, ils sont au cégep. Des fois, ils me montrent, Pat, on a fait tel repas là-bas dans des repas qu'on a appris à faire ici. Oui, parce que faut qu'ils rentrent à l'heure le matin. Quand on dit on rentre à 7 heures, puis on finit à 8-9 heures le soir parce qu'on a 250 à faire, faut qu'ils soient là à l'heure. Les heures sont toutes comptabilisées. Le projet, puis quand ils arrivent, ça leur montre, quand ils vont arriver au cégep, DEP, n'importe quoi, il faut qu'ils soient là à l'heure, présents, mais qu'ils s'en lancent sur le marché du travail, c'est la même chose, ils vont en prendre, c'est des grosses compétences qu'ils développent, puis ils vont le traîner toute leur vie une fois qu'ils vont l'avoir appris. Hein. On était avec les secondaires 5 et je trouvais ça plate un petit peu parce qu'à un moment donné, ils m'ont demandé de prendre en charge avec une équipe, ceux que vous avez vu tout à l'heure, une bonne équipe. Et ils nous ont demandé de prendre l'adaptation en charge FPT, la formation préparatoire au travail. Et ils nous ont donné carte blanche en disant « monte un projet où est-ce qu'on va pouvoir garder les élèves » parce qu'on n'avait pas personne qui graduait en tant que tel. Et les élèves commençaient, puis c'était échelonné sur 3 ans, tu as FPT 1, 2 et 3. La première année, ils sont ici avec nous autres en atelier. Deuxième, ils font 3 jours de stage. Et la troisième, ils font 4 jours de stage semaine. Ils sont 1 journée et 2 journées à l'école. Fait on a trouvé quelque chose et on a mis en place les ateliers mécaniques, menuiserie, puis cuisine ici, où on a décroché des contrats, on a décroché des affaires. Et depuis ce temps-là, wow, on a vécu du gros succès parce que la première année, j'ai monté un document de 35 pages et on a présenté ça au Concours québécois en entrepreneuriat et on a gagné aussi au niveau provincial. C'est la persévérance scolaire, c'est nous qui avons gagné le prix cette année-là, qui est le plus gros prix à gagner ici. Ça a été toujours, moi, j'ai toujours apprécié le travail des corps policiers ici. On est respecté sur la communauté, surtout avec les activités communautaires qu'on a faites. On a souvent amené les jeunes à l'extérieur de la communauté. On a amené des jeunes à Toronto voir des matchs de la NBA. On a formé une équipe de basketball pendant 4 ans sur la communauté. Puis on travaille beaucoup dans les écoles, ce qui nous permet de créer des liens avec ces jeunes-là. C'est le temps de voir où est-ce que vous amèneriez vos élèves. C'est une équipe qui s'est mise en place avant moi. Il y avait une crise suicidaire au Lac-Simon de 2009 à 2011. Puis on voulait trouver une façon d'aider les jeunes puis faire beaucoup de prévention auprès des jeunes. L'idée d'un policier éducateur est apparue. On est allé chercher du financement avec Santé Canada. On a fait le projet de 2012 à aujourd'hui. Ça fonctionne toujours aujourd'hui. Puis c'est un projet qu'on est très fiers. Puis on a eu des bons résultats au niveau des statistiques. Puis on a une bonne collaboration avec les jeunes. On fait beaucoup d'activités avec eux, ainsi que les aînés et autres membres de la communauté. Là. Le taux de criminalité a diminué. Peut-être pas nécessairement juste à cause du programme. Les policiers font un excellent travail aussi. Mais oui, on a augmenté une baisse des statistiques puis une baisse de la gravité des crimes commis sur la communauté. Je pense que ça serait un avantage pour les policiers de connaître un petit peu c'est quoi une communauté autochtone. Souvent, les gens viennent des grands centres, ne comprennent pas nécessairement comment ça fonctionne sur les communautés. Mais oui, je pense que des fois, une petite formation d'en connaître un petit peu plus là, sur les communautés, ça l'aide beaucoup. Jeannette, quand tu as promené hier à ton 50e, il y avait même des policiers qui te suivaient. Hein? Ben moi, j'ai dit, j'ai pas vu ça. Je vous dirais que oui, c'est le respect s'installe. Il faut gagner une certaine crédibilité, autant envers sa famille qu'envers la communauté. Puis il faut agir le plus justement possible. Parce que souvent, les membres de la communauté vont souvent dire qu'on favorise la famille contrairement à eux. Fait que c'est d'être le plus juste possible là, dans notre métier. Là. Ça a certains avantages. On vient qu'on connaît notre clientèle, si on veut, puis il y a un certain confort qui s'installe. Mais en même temps, c'est un désavantage là, de travailler souvent avec des membres de la famille, puis que c'est plus dur émotionnellement, là, souvent. C'est une dynamique un peu différente des municipalités. Sur les communautés autochtones, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des emplois. Puis souvent, en donnant des constats d'infraction, mais on pénalise les familles de leur bien-être social, dont leur manger les enfants. Fait qu'on donne, oui, des constats,
On a donné un constat, mais on en donne des fois un petit peu plus là, par mois. On va y aller plus pour des côtés, des infractions plus sévères, mais souvent on va faire beaucoup de prévention auprès de la population. La plupart de nos interventions, on essaie de les régler, comme tout policier, on essaie de verbaliser premièrement. Souvent, on a un bon taux de succès, il suffit qu'on connaît notre clientèle, puis que justement la communauté est tout petite. Fait que des fois, même, ça peut être un membre de la famille qui nous donne un coup de main ou un autre policier qui a eu un dossier avec lui la veille ou quelque temps auparavant. Fait que ça facilite vraiment notre travail. Là. Ça reste toujours un peu dans nos pensées. Je vous dirais que 95% des gens ici ont une arme à feu dans leur maison pour la chasse, pour fin de subsistance. Fait que oui, à chaque fois qu'on intervient, on a toujours un léger doute que oui, il y a une arme à feu puis qu'il pourrait avoir une arme à feu d'impliqué dans les interventions. C'est une belle école pour apprendre sur les communautés. On n'a pas nécessairement les mêmes ressources que les grands centres comme Montréal ou la Sûreté du Québec. Fait que les policiers vont monter leur dossier du début jusqu'à la fin. Fait qu'ils vont répondre à l'appel, ils vont s'occuper des suspects avec la détention. C'est eux qui vont faire les transports de détenus. Puis c'est eux qui vont faire les enquêtes aussi sur certaines enquêtes sur leur dossier. Les ambulances se situent à 35 km de la communauté. Fait que souvent, ça prend un certain délai avant qu'ils arrivent. Fait que oui, souvent, on reste avec les victimes, avec la famille, on réconforte la famille, on joue un petit peu aux intervenants, surtout avec les idées suicidaires, les tentatives de suicide. Là. On essaie d'accompagner les familles, on essaie d'accompagner les victimes aussi là-dedans, puis on essaie de leur donner le meilleur service, autant dans la communauté qu'à l'extérieur, soit avec le C3S de Val-d'Or ou avec les autres organismes. Les Algonquins, là, ils ont toujours un sens d'humour. C'est ça que j'aime, moi, de ma communauté. Quand on est rentré ici, on a reçu nos tables, on a reçu nos chaises, on a reçu des petits lits. Puis là, je rentre ici. Y a-tu quelque chose que tu remarques? On se parlait. Je dis, il y a quelque chose qui vient me chercher. Sais-tu quoi? C'était les petits lits du pensionnat. Les tables du pensionnat et les chaises du pensionnat. Non, c'est pas ça qui est arrivé, on a accepté. Mais c'est parce qu'on n'était pas rendu là. On n'était pas encore rendu à ouvrir cette plaie-là. On n'était pas rendu là. Puis, les chaises, ils volaient partout. On ne comprenait pas pourquoi. La simplicité, c'est d'être simple dans la vie. Je vous remercie d'avoir été des nôtres en espérant que vous en avez appris un peu plus sur la communauté algonquine. Si vous avez des commentaires et des questions, Magali@adr.tv.